Donc, lorsque la méthode Barclay est inefficace, notamment face à la violence ou à la position active de l'enfant, eh bien, on a pensé à la résistance non violente. Donc, c'était basé sur un travail de Haïm Omer, qui est un thérapeute sur Tel Aviv, qui a beaucoup écrit sur la résistance non violente, à appliquer autant dans la famille que dans la société et dans l'école, et qui a été beaucoup repris en France par Dr Nathalie Franck, donc qui a écrit un bouquin sur les 13 séances de la résistance non violente pour les parents qui à la maison ont un enfant avec des comportements tyranniques, destructeurs. Donc, elle s'adresse à des parents vraiment où à la maison il y a une hiérarchie familiale qui est inversée, où le parent est empêché dans ses réactions et ses postures à la maison du fait des crises de l'enfant qui vont très loin, qui montent très 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 haut, et du coup, eh bien, on s'hyper accommode parce que c'est un peu de la survie, une impression de marcher sur les œufs en permanence, d'être un peu le seul à vivre ça parce que c'est des troubles souvent. Alors, c'est comme ça dans le bouquin, mais c'est pas forcément toujours comme ça dans la vie. Des troubles qui sont externalisés, qui sont visibles surtout à la maison, dans le milieu familial, mais chez des gamins qui, des fois, à l'école, sont tout à fait adaptés. En institution, sont très lisses et très respectueux. Moi, j'étais un soignant qui était assez exigeant dans le cadre que je posais en internat dans le soin à la clinique Choran, où je travaillais. Et des gamins, on leur dit de mettre la table, de tenir les coudes sur la table, enfin, vraiment des choses énormes, quoi, très rigides. Faire son lit, gérer son linge, venir à l'heure, rester à sa place, tout ça. Et des gamins qui sont capables de se contenir, mais une fois sur le parking, dans la voiture avec les parents et à la maison, c'était impossible. Impossible. Et c'était vraiment un petit feu, une destruction du lien parent-enfant, où vraiment le parent est très impacté physiquement, verbalement, psychiquement, avec du harcèlement, tout ça. Et un parent qui du coup se sent tout seul parce que il est presque le seul à vivre ça et à constater les troubles de son enfant, vu que c'est principalement à la maison. Donc un gamin qui, à l'école, oh, et moi j'étais le premier à le dire à des parents, très maladroitement, à dire à des parents, merci, votre fils, il nous a fait du bien en groupe. Mais quel idiot j'étais de dire ça à des parents, parce qu'en fait, je ne pouvais pas constater ou en fait, conscientiser ce qui se passait à la maison pour le parent. Et petit à petit, en fait, on voit ces gamins-là quand même dans les relations avec leurs parents en entretien. La façon dont ils sont assis entre les parents, dont ils vont appuyer très fort sur le parent, les regards, les mots, la posture, tout ça. Et quand j'ai fait aussi des visites à domicile, notamment pendant le Covid, il n'y a plus de soins en présentiel, on allait chez les familles, et là on voit des impacts de points partout dans les chambres. On voit de la violence à la maison, tout ça, et on se dit mais c'est pas possible. C'est pas le même enfant que j'ai moi en service et que je vois là devant ses parents, c'est pas possible. Et donc des parents du coup qui sont très affectés parce qu'ils sont les seuls à vivre ça et à porter cette parole-là, quoi. Et donc il y a un gros travail de sensibilisation, notamment genre aux urgences pédiatriques, aux urgences psychiatriques des CHU de Toulouse par exemple, où le soir où on dit aux parents mais ne restez pas seuls, appelez le SAMU, quand il y a de la violence à la maison, tout ça, ne gérez pas la violence de votre enfant avec de la violence, tout ça, prévenez du monde, faites rentrer du soutien à la maison, tout ça. Gendarmerie, SAMU, voilà. Mais arrive aux urgences, ils ont accès à un enfant qui est tout lisse, qui parle très bien, qui a une forte intelligence, tout ça, et un parent qui est essoufflé, qui est agité, qui est en colère, qui dit mais gardez-le, gardez-le, je veux pas rentrer à la maison avec lui. Et le médecin qui dit aux parents non mais là vous voulez l'abandonner, c'est quoi ce parent? On va faire un signalement, tout ça. Il est très calme, il est apaisé, rentrez à la maison, maman, prenez un Seresta, ça ira mieux. Non, mais c'est n'importe quoi. Et pourtant, c'est la vie que des parents traversent souvent. Alors, de plus en plus, je sais pas, si en termes de chiffres, c'est vraiment plus présent. Mais en tout cas, il y a une idée de reconnaissance de ce qui est vécu dans les familles et de soutien de ces familles-là. Et donc, du coup, là, c'est ce que fait aussi beaucoup l'association, c'est sensibiliser aussi le grand public, ce que fait aussi beaucoup Nathalie France, ce que fait Dr Calvé, la pédopsychiatre à Toulouse, ce que je fais moi aussi, sur le fait de sensibiliser les écoles, les services de soins. Les services de soins, des fois, ne sont pas, même pas des fois habilités ou suffisamment sensibilisés pour entendre et accepter le discours du parent. Les urgences, les services sociaux, les juges pour enfants, tout ça. Et donc, Nathalie Franck, elle a
elle avait pris le parti de sensibiliser le grand public. Le monsieur et madame tout le monde parlait, comme l'association, par les chaînes d'information classiques, les réseaux sociaux, monter au créneau, tout ça pour faire bouger. Et d'ailleurs, c'est justement comme ça on s'en rend compte, c'est que les groupes de parents, eh bien, il y a encore pas si longtemps que ça, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait à Montpellier, au CHU, et au CH Marchand de Toulouse, et c'est tout. Et pour une population française croissante, c'est pas beaucoup. Donc là, c'est en train de se démocratiser un petit peu, comme le Barclay qui se fait beaucoup en libéral. Eh bien, ça bouge petit à petit, mais c'est encore lent, c'est encore trop peu, mais on va y venir. On disait souvent aux parents qu'on avait sur les premiers groupes, en fait, vous essuyez un peu les plâtres. C'est des parents d'ados qui ont 15 ans, 16 ans, et en fait, tous les parents disaient, mais moi, j'aurais besoin de ces outils-là pour moi, en tant que parent, mais il y a 10 ans déjà. Et mais il y a 10 ans, c'était pas reconnu, ou pas assez élargi sur le territoire. Et... Donc les RNV, donc résistance non violente, en fait, c'est ce qui va exprimer le mieux l'attention du parent et le lien d'amour du parent à l'enfant. C'est vraiment pour restaurer une présence plus apaisée, mieux repérée par tout le monde et plus ferme. Alors le ferme, c'est pas forcément l'autorité, hein, c'est pas la verticalité, mais quelque chose de plus contenant et de plus régulier. Et donc encore une fois, on vient consolider, accompagner le parent pour qu'ensuite ça ruisselle de manière positive sur l'enfant à la maison. Dans les groupes, il n'y a que les parents, beaux-parents, grands-parents, tout ça. On a aussi nous des groupes de familles d'accueil. Toutes les figures d'attachement, les figures parentales de ces enfants-là. Mais voilà, c'est vraiment l'idée que c'est que tout le monde peut s'y mettre. On forme aussi les équipes de soins de pédopsychiatrie. Et c'est très dur, il y a beaucoup de résistance dans ces méthodes-là auprès de nos collègues soignants. Mais bon, on va y venir. Et les services sociaux, les équipes d'éduc qui viennent à domicile, tout ça. Donc le premier objectif, c'est vraiment de stopper le comportement destructeur, la violence à la maison, de la faire baisser en intensité, en fréquence, tout ça. Et c'est déjà un premier objectif qui fonctionne chez les familles qu'on accompagne. Ça affaiblit vraiment l'escalade. Donc l'escalade, c'est l'escalade de la violence, où en gros, le parent a l'habitude de monter un peu plus haut que le niveau de la crise de son jeune pour reprendre le dessus, pour arrêter la crise, sauf que le parent montant plus haut, le comportement de l'enfant va monter ensuite plus haut, et c'est sans fin. Voilà, ça va très loin, très loin, très loin. Elle n'est pas basée sur la parole. Cette méthode, c'est pas l'argumentation, la négociation, obtenir le consentement de l'enfant, c'est pas ça du tout. C'est être là au moment qu'il faut, lâcher et partir au moment où il faut, trouver du relais dans certaines places parentales, ne pas agir seul, ne pas agir sur l'émotion vive du parent, s'autoriser à pas répondre immédiatement aux demandes de l'enfant ou aux provocations. Voilà. Être cohérent, retrouver des valeurs aussi que des fois les parents ont perdues. Moi, en tant que parent, alors je ne vis pas ce que vous vivez, mais j'ai découvert ma parentalité il y a quelques années et j'avais plein de principes en tant que parent. Et je me dis, avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Et oui, chez tous les parents c'est comme ça. Et chez les parents d'enfants avec ces troubles-là, c'est encore plus fort. Et retrouver des valeurs, se sentir un peu parent comme on le pensait, qu'on aimerait l'être, c'est important pour ne pas être démissionnaire, être toujours présent et du coup aider son enfant comme il en a besoin dans son développement. Donc les devises de la résistance non violente, l'ennemi n'est pas l'oppresseur mais l'oppression. En gros, on vient pas se battre contre l'enfant mais contre ses comportements et c'est ce comportement-là qu'on veut mettre dehors. C'est pas l'enfant qui est violent, enfin c'est pas l'enfant qu'on veut contrecarrer, tout ça, c'est sa violence par exemple ou c'est son intolérance à la frustration, tout ça. C'est ces comportements qui existent, qui ont une place, mais c'est pas directement à l'enfant. Donc des fois, on s'adresse et on nomme au bon moment les comportements inadaptés qu'on ne peut pas accepter. Il faut pas trop le faire quand il est froid. Alors c'est marrant parce que c'est souvent l'inverse qu'on nous a enseigné. Et en fait, à chaud, on n'est pas bon dans nos réactions parce qu'il y a nos émotions, il y a la situation et surtout il y a les émotions de l'enfant. Si là j'essaie de lui parler à tout prix, de lui faire entendre raison, mais lui là il n'est pas disponible. Donc si je m'entête à lui faire entendre raison et moi avec ma tension, j'en peux plus, mon épuisement, tout ça, je vais pas être le plus pertinent tout de suite. Et des fois, il faut pas que ça passe par moi. Donc, c'est à froid, plus tard, avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et moi, c'est ce que je fais d'ailleurs beaucoup au cabinet. Je reprends vraiment auprès de la famille, des parents et du jeune, ce qui a été très dur il y a une semaine. Il ne faut pas vaincre mais persister. L'idée, c'est vraiment sur la temporalité. Ce sera un long combat.
Et des fois, il y a une ligne de miel, ça va mieux, donc on revient sur des choses plus spontanées, on lâche du lest un peu, et en fait, les comportements reviennent. Donc les séances sont basées, donc voilà, on reparle un peu de l'hyperaccommodation, le fait d'anticiper un peu les crises du jeune et de s'interdire beaucoup de choses, ou de mettre en place beaucoup les choses autour de son enfant pour éviter les crises. Parce que les crises sont tellement insupportables qu'on fera tout pour éviter les crises, et vous avez raison. Sauf que là, nous, on vient vous pointer du doigt un peu les risques de l'hyperaccommodation et comment c'est devenu presque quelque chose d'habituel et qui va empêcher un peu le fait que ça s'apaise. Voilà. Donc on parlait de la gestion des crises, le réseau de soutien, donc ne plus intervenir, ne plus se sentir seul. Et moi, c'est ma partie préférée, c'est le prendre soin de soi, du parent. Et moi, quand j'appelle des fois les parents dans tout l'environnement familial, quand je dis, ben moi, je suis celui qui va prendre soin de vous, monsieur ou madame, ben, j'ai des parents qui s'effondrent en larmes juste au téléphone en disant, mais enfin, je vais pouvoir dire ce que je pense, être reconnu, être soutenu. Et au groupe, on a des parents qui lâchent clairement des mots très très forts en disant, mais moi, je peux plus, j'ai envie de l'abandonner, j'ai envie On parle de choses qui sont morbides des fois, où c'est très très dur. Et on travaille ces émotions-là, et après on est sur quelque chose de plus apaisé. Mais il faut que ça soit accueilli et entendu. Si ça dire ça à la maîtresse d'école ou devant les services sociaux, c'est impossible. Mais dans ces espaces-là, on peut en parler. Et en plus, quand c'est en groupe, c'est des parents en souffrance qui s'adressent à d'autres parents en souffrance. Et les parents se sentent plus seuls, ils se sentent compris, reconnus. Et du coup, ils se sentent soutenus. Et souvent, le réseau de soutien, il commence aussi dans le groupe de parole, dans le groupe de parents. Des mamans et des papas qui restent sur le parking, fument une clope, s'échangent de numéros, et des fois interviennent par téléphone ou en présence à la maison lors de crise. Ça s'est vu beaucoup sur les groupes. Et les deux choses que nous renvoient beaucoup les parents, c'est et d'une la gestion des écrans, bon, en plus des crises, tout ça, la gestion des écrans qui est problématique, et la déscolarisation. Et c'est aussi comme ça qu'on a travaillé ces points-là stratégiques sur d'autres groupes. Où, du coup, on a créé d'autres groupes exprès pour traiter la question comme ça. La question la gestion des écrans, c'est sûr que quand on demande aux parents de poser un contrat d'écran où l'enfant va devoir arrêter à telle heure pour retrouver une bonne qualité de sommeil, on coupe le Wi-Fi, tout ça. Ça, c'est facile à dire, mais mettre en place à la maison, c'est compliqué parce que c'est source de crise, c'est sûr. Donc, on accompagne beaucoup les parents. Moi, j'accompagne beaucoup les parents sur ça. Et les jeunes aussi. Qu'est-ce qu'ils trouvent dans les écrans? Comment aussi dédiaboliser les écrans? Mais c'est plus dans la consommation que tu en fais. Qu'est-ce que tu y trouves? Qu'est-ce qui vient aussi t'impacter sur ton sommeil, tes relations sociales, tes côtés dépressifs, tout ça. Et la déscolarisation, on a aussi développé un groupe sur le refus scolaire anxieux, donc des gamins qui n'arrivent pas à aller à l'école parce qu'ils n'ont plus leur place, parce qu'il y a des angoisses de séparation aussi réelles, souvent d'ailleurs aussi dans ces gamins-là, où le matin, partir à l'école, c'est compliqué, parce que ils veulent garder le lien avec le parent à tout prix, même si ça passe par de l'agression. On s'abîme le lien, on harcèle, mais quitter le parent, c'est compliqué. Donc c'est des gamins qui des fois sont pas bien à l'école, ils restent beaucoup à la maison, surtout là depuis ils ont goûté au confinement, c'était bien à la maison pour eux. Et en fait, nous, du coup, on a créé des groupes par rapport à ça, où on parle beaucoup plus de la déscolarisation. Et moi, je m'en sers beaucoup du coup au cabinet sur la question de la place du jeune à l'école, comment y accompagner et comment lutter contre ces angoisses massives quand il quitte le domicile et quand il quitte la relation à l'autre. Beaucoup d'enfants qui s'isolent, et du coup, ça vient renforcer les écrans. Enfin, vous voyez, c'est le lien avec le parent. Il y a pas de tiers, du coup. C'est que du one-to-one avec le gamin à la maison. Il est tout le temps là, il interpelle le parent. Donc ça se travaille beaucoup, beaucoup. En groupe comme en séance individuelle. Pour mes devises à moi, j'ai des parents qui me disent souvent, ou c'est comme ça que je le lis, moi j'appelle surtout pour mon enfant. Moi, ça va, ou on verra plus tard. Je prendrai soin de moi quand mon enfant ira mieux. Alors, c'est aussi parce que le parent, il est soutenu, il bouge, il fait les choses aussi pour lui, il est entouré, il a des soins pour lui, il va voir un médecin, il prend un traitement antidépresseur, on parle de ses émotions, tout ça, que l'enfant pourra être impacté de manière positive et aussi aller mieux. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a aussi des ados qui sont beaucoup dans le refus des soins, qui vont plus en séance, qui veulent plus voir les thérapeutes, qui lâchent complètement tout ça. Eh bien, le parent peut être équipé, outillé et pris en charge, il n'y a pas de souci, même si l'enfant n'a rien. Voilà, c'est aussi une première porte d'entrée pour aider la famille. Moi, j'y crois vraiment et c'est mon combat quotidien. Pas forcément auprès des parents, mais parce que c'est trop dur aussi des fois à entendre, mais auprès des collègues en disant, mais laissez-les venir, les parents, ils ne sont pas encore là, mais ça viendra. Il faut faire passer un message commun, leur faire comprendre que ça va venir, que